À une époque où les défis sanitaires dépassent largement les frontières de nos pays, qu'il s'agisse des pandémies, des crises humanitaires, des changements climatiques ou encore des inégalités d'accès aux soins, les médecins africains sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important, non seulement dans leur communauté, mais également au sein des organisations internationales qui façonnent les politiques de santé de demain. Pourtant, une question revient souvent chez les étudiants et les jeunes médecins. Comment passer d'un rêve à une réalité concrète? C'est précisément pour apporter des réponses à ces questions que nous sommes réunis ce soir autour du thème carrière en santé publique internationale, opportunités, réalités et stratégies pour le médecin africain. Je me présente rapidement. Je suis Marwan Salaou, doctorant en médecine, consultant chez Wikaya Plus, et j'ai moi aussi un intérêt très particulier pour la santé publique et les systèmes de santé et l'intelligence artificielle appliquée à la santé. J'aurai le plaisir ce soir d'assurer la modération de cette rencontre à travers les questions que nous allons poser à notre intervenant. Et notre intervenant de ce soir, c'est justement la personne capable de parler avec authenticité des exigences d'une carrière internationale, et il est essentiel de choisir une personne qui a réellement parcouru ce chemin. Notre invité de ce soir est Dr Karim Kombansere. Il faut retenir que Dr Karim Kombansere est médecin de formation et spécialiste en santé publique. Et il cumule actuellement plus de 10 ans de formation dans la gestion des urgences de santé publique, la surveillance épidémiologique, l'approche One Health, la santé communautaire, la communication en santé, ainsi que la coordination des projets humanitaires et multisectoriels. Il faut savoir qu'au cours de son parcours, il a eu à collaborer avec des institutions de référence telles que l'Organisation mondiale de la santé, le Center of Disease Control and Prevention et la GIZ et plusieurs organisations nationales et internationales. Et nous parlons de son parcours parce que, comme le dit un proverbe africain, le bon guide est celui qui connaît le chemin parce qu'il l'a déjà parcouru. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Dr Karim Kombansere pour qu'il puisse nous partager son expérience et nous permettre à ce qu'on puisse transformer nos rêves de carrière internationale en une réalité. Je ne sais pas si Monsieur Dr Karim Kombansere est là. Oui, bonsoir. Et bonsoir, docteur. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Donc, on essaie. Oui, allez-y. D'accord, donc on essaie de faire une petite présentation. D'accord. De votre parcours. Je pense que sûrement les gens auront des questions à vous poser. Les gens auront des questions à vous poser là-dessus. Et d'accord. On sera vraiment heureux de partager cela avec vous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour cette initiative, cette belle initiative. Et merci pour l'opportunité que vous me donnez pour qu'on puisse échanger, que ce soit avec les jeunes frères, des collaborateurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont nous rejoindre aussi. Et merci à tous ceux qui sont en ligne malgré les programmes chargés. Est-ce qu'il faudrait que je fasse une présentation ou bien vous allez faire la présentation directement à votre niveau? Je pense que ça serait mieux si vous le faites là. Ça sera plus synchronisé de votre côté. D'accord, je vais essayer de présenter ça. Ici. En attendant que le docteur commence la présentation, je voulais rappeler un peu aux participants qu'il faudrait qu'ils ferment le micro et pour que la séance puisse bien se dérouler.
Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, docteur, on voit l'écran, on voit l'écran. D'accord. Je pense que vous avez déjà présenté Dr. Kambatsere. Moi, je suis médecin de santé publique international et je suis au Burkina Faso, comme beaucoup d'entre vous, en Afrique. Et j'évolue toujours dans la santé, mais avec des opportunités dans d'autres domaines. Peut-être qu'on pourra avoir la chance de ce point. Donc, pour aller vite, je fais une présentation sommaire. Il faut savoir que la santé publique est très large et on ne peut pas parler de la santé publique en 1 heure, en 30 minutes et en une journée. Ça va être un peu compliqué. Ça va être très, très compliqué de le dire. Et voilà le plan que je vais vous présenter. Je vais avancer. Il faut dire que la santé publique, c'est quoi? Beaucoup de gens ont des préjugés sur la santé publique. Jusqu'au jour où tu rentres dans la santé publique et tu penses que tu aurais dû faire peut-être la clinique ou bien faire autre chose. Pourquoi? Parce que la santé publique, pour tout le monde, hein, pour une définition plus simple, c'est quoi? C'est penser global et agir local. Vous n'allez peut-être pas voir ça quelque part, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que vous pensez comment améliorer la situation des populations au Burkina, en Afrique. Mais il faut commencer quelque part. Il faut attraper un bout. Donc, pensée globale, programme de santé, programme multisectoriel et ainsi de suite. Mais il faut des bouts où chacun va tenir, chaque spécialité, chaque système va tenir pour pouvoir agir, que ce soit localement et pouvoir faire un tout. Le contexte, quoi? Le contexte, comme vous le dites dès le départ, nous sommes dans des crises sanitaires à ne pas finir. Et depuis que le monde est monde, comme pour emprunter les termes de quelqu'un, il y a toujours des crises sanitaires. Il y a toujours des problèmes de conflits. Il y a toujours des problèmes de climat, de changement climatique. Donc, à cela, vous verrez un peu la pertinence, l'importance de la santé publique. C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas toujours, il n'y a pas de désordre, même dans tous nos pays, que ce soit au Burkina ou ailleurs, il n'y a pas de désordre dans la pratique sanitaire. Si vous prenez un exemple, si vous prenez le gynécologue qui est en train de faire ses actes d'accouchement, qui fait ses CPN, il fait par exemple, avant on disait il faut faire 4 CPN, c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre, les consultations prénatales pour les femmes enceintes. Qui a dit ça? Est-ce que c'est le gynécologue? Non, ce n'est pas le gynécologue, ce n'est pas la sage-femme. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a dit. Et sous le couvert de qui? Des experts en santé publique, qui dit qu'il faut au moins 4 contacts avec un agent de santé pour une femme enceinte. Aujourd'hui, on vous dit d'aller à 8 contacts. Et tout le monde change. Vous êtes obligé de suivre. Il n'y a pas à dire que je suis à Marrakech, je suis à Ouagadougou, je suis à Falamboutou, je suis à Rabat, et tout ça que je ne vais pas suivre. Dès que l'Organisation mondiale de la santé décide de quelque chose, on vous propose et vous allez vous aligner au fur et à mesure. C'est vrai que chaque pays est autonome, mais vous allez vous adapter au fur et à mesure en fonction des réalités du terrain. C'est pour vous dire que la décision de santé publique impacte que tu sois clinicien ou pas. Ce que le santé publique va décider, c'est ce que vous allez faire. Si on décide d'ouvrir 1000 CSPS, c'est ce que vous allez faire. Au Burkina, aujourd'hui, on a décidé, par exemple, de former une cohorte de 1000 médecins et ainsi de suite. Il n'y a pas ce clinicien qui va dire non, c'est pas possible. Vous allez suivre et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la force, mais ce sont des orientations qui permettent d'améliorer la santé des populations et c'est comme ça. Donc, si vous voulez être des décideurs de demain, faites la santé publique. Si vous voulez impacter le système de santé, faites la santé publique. Si vous voulez rester dans votre coin, être apprécié au niveau local, faites la clinique, restez dans votre coin et vous allez soigner nos femmes, vous allez soigner nos mamans, vous allez soigner le cardiopathe, vous allez soigner ainsi de suite, vous allez opérer. Et
on va vous apprécier localement. Mais si vous voulez rayonner comme le soleil ou la lune, faites la santé publique. Et je vous encourage à y aller. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment échanger avec nous, à échanger avec tout le monde pour qu'on puisse identifier les opportunités de carrière et donner quelques conseils. Donc, les grands axes, moi j'ai classé les grands en 3, mais la santé et l'équité. Il faut faire en sorte que l'individu lambda qui se retrouve au village, à 1000 km de la capitale, puisse être impacté par les décisions de santé publique. Moi, je vais vous donner un exemple. Il fut un temps où nous avons élaboré avec le ministère de la Santé une directive nationale sur la prise en charge des les naissances. La définition, par exemple, des enfants, des nouveau-nés de faible poids. Vous voyez, par exemple, si l'OMS dit que à partir de 500 grammes de poids, cet enfant-là peut être considéré comme un enfant de faible poids et qu'il faut, c'est un prématuré et qu'il faut le prendre en charge. Le Burkina n'a pas les moyens, le Tchad n'a pas les moyens de prendre en charge des enfants de 500 grammes. On va adapter, on va dire à l'OMS, oui, nous savons, mais nous n'avons pas les moyens pour le faire. Nous allons aller à 1000 grammes et l'OMS va valider. Et à partir du moment où on parle à 1000 grammes, il n'y a pas ce pédiatre-là qui va sortir dire que lui, il a sauvé des enfants de 500 grammes et que c'est sa décision qui va primer. Dès qu'on élabore la directive nationale, c'est fini et tout le monde va suivre. C'est comme une loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée, vous allez suivre, que vous voulez ou pas. Il y a la question de la multisectoralité et One Health. One Health, ça veut dire quoi? One Health, c'est une seule santé et regroupe par exemple beaucoup de secteurs, mais les principaux, c'est la santé humaine, la santé animale et l'environnement, parce qu'il y a une interaction entre l'homme, l'animal et son environnement. Mais il faut savoir que dans le One Health, on inclut l'éducation pour la santé, on inclut la recherche et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses. Vous avez la promotion de la santé. La promotion de la santé, vous avez l'éducation pour le changement de comportement et ainsi de suite, qu'on fait dans nos structures de santé. La sensibilisation, les associations que nous avons, nous sensibilisons les gens. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas un clinicien qui a dit qu'il faut aller sensibiliser les gens. Moi, je suis assis dans ma clinique. Si vous venez, vous avez des maux de ventre, vous avez par exemple la dengue. Moi, je vous soigne. Mais comment je vais savoir qu'il y a 1000 cas de dengue au Burkina Faso? C'est la santé publique. Comment je vais savoir qu'il y a 1000 cas de paludisme au Burkina Faso? C'est la santé publique. Comment je vais savoir que les femmes enceintes meurent plus de paludisme que les enfants de moins de 5 ans? Ça, c'est la santé publique. C'est l'utilisation des données que nous avons à travers le territoire national pour prendre des décisions et dire qu'à partir de demain, jusqu'à dorénavant, comme quelqu'un le dit, nous allons appliquer ces directives-là, nous allons mettre ces traitements au profit des pharmaciens et ainsi de suite. Donc, la décision reviendra toujours à la santé publique et les autres vont suivre. Et c'est comme ça. La santé publique garantit la qualité des soins, la sécurité des patients et la pertinence de la prise en charge. Ça veut dire qu'on ne permet pas à un individu, à un clinicien, quelles que soient tes connaissances, de décider de mettre des médicaments pour un patient au Burkina Faso. La prise en charge, par exemple, de la tuberculose au Burkina, même si tu es clinicien, il faut savoir que c'est la santé publique à travers le monde, les données probantes, les données générées dans le monde entier, les données générées au Burkina Faso, dans ton pays, qui a permis d'adapter la molécule aux patients en fonction des résistances et ainsi de suite. Ce sont des études. Ces études ne sont pas faites uniquement par les cliniciens, ce sont des constats faits à travers le territoire national, ce sont des constats faits au niveau international qui permettent de prendre une décision, qui permet d'assurer la sécurité du patient et la qualité des soins que nous offrons au niveau des populations. Moi, j'ai l'habitude de dire que la santé publique, c'est au-dessus des considérations cliniques. Un bon clinicien, pour exercer, doit pouvoir faire la santé publique, de pouvoir regarder à travers le monde, à travers son rétroviseur, pour voir qu'est-ce qui a marché dans mon service, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire pour adapter le traitement. Et c'est comme ça, la santé publique. On doit adapter les politiques sanitaires.
et sociale, économique. Si vous remarquez, par exemple au Burkina, le président a dit on réduit les coûts du scanner avec 5 000 francs, qui était à 50 000 francs. Qui a blanchi? Le lendemain, tout le monde a suivi. Pourquoi? Parce que là, ça impacte directement la santé publique. On a évalué en regardant les conditions sociales, les conditions économiques des populations. On s'est dit, si l'État subventionne une partie, les populations seront ravies de bénéficier d'un scanner qui permet de diagnostiquer rapidement et d'améliorer la prise en charge. C'est en cela l'importance de la santé publique. Mais il ne prend pas cette décision seul. Il prend les décisions suivant les directives éclairées des acteurs de la santé publique, des acteurs cliniciens. Le clinicien peut dire, ah, si vous augmentez les prix, il faut augmenter les intrants et ainsi de suite, ça va avoir un coût. Mais la santé publique, il y a aussi le volet de mobilisation financière. On va aller mobiliser les ressources ailleurs pour venir mettre dans la balance et permettre une prise en charge holistique des patients. Il y a la surveillance. La surveillance et la réponse aux épidémies. Vous allez voir, actuellement, vous avez des maladies endémiques au Burkina Faso, des maladies que vous avez vues il y a longtemps, que ce soit au Burkina ou dans nos pays, qui n'existent plus. Qui a fait disparaître ça? Ce n'est pas uniquement que les cliniciens. Il faut savoir que ce sont des décisions courageuses de santé publique qui a décidé de faire un traitement. Si moi, je vous donne un exemple, la filariose lymphatique, l'onchocercose, les maladies comme la goitre et autres, c'est où actuellement? Est-ce que vous pensez que c'est les chirurgiens qui ont fait disparaître ça? Non, c'est pas comme ça. Il y a eu des mesures de santé publique, des mesures de vaccination, des mesures d'éducation qui ont permis à la population d'observer un certain nombre de mesures, de prendre des médicaments. Qui a dit de prendre des médicaments? Qui a dit d'aller de porte en porte pour donner des médicaments comme le paludisme? Qui a dit de faire ça, de faire ça? Qui a arrosé les feuilles, les plantes? Ce sont des acteurs de la santé publique. Et nous tous, que ce soit cliniciens ou pas, vous serez bientôt des acteurs de la santé publique. Donc, si vous choisissez la santé publique internationale, la santé publique de façon générale, c'est choisir de jouer un rôle vital dans l'amélioration de la santé à l'échelle mondiale. On a des opportunités. Les opportunités de carrière sont gratifiantes. Vous aurez l'argent. C'est crucial pour les enjeux de santé publique. Chaque décision de santé publique compte. Chaque décision a un impact. Si vous décidez, je prends un exemple, je suis au Burkina et il n'y a pas très longtemps, le gouvernement a décidé qu'on ne va plus refouler un patient. Mais il y a quelques années, les patients suivaient la pyramide sanitaire. La pyramide sanitaire était telle que vous allez au CSPS, pour les petits mots, on vous traite. Si vous passez dans les mailles, vous allez au CMA. Si vous arrivez et qu'on ne peut pas traiter, on vous envoie au chercheur et ainsi de suite, on vous envoie dans un niveau plus tertiaire à l'hôpital. Je pense que en fonction de l'initiative de Bamako qui a été mise en place depuis longtemps, les gens ont suivi cet itinéraire. Mais si vous décidez d'aller à une autre étape, vous brisez les barrières et vous avancez. C'est en cela que cela impacte l'avenir de la santé dans vos pays, l'avenir de la santé de la population. Je parlais tantôt de la surveillance, de la réponse aux épidémies. Quand la COVID est venue, beaucoup de pays ont tergiversé. Quand la COVID est arrivée, c'est la même chose que quand le choléra est venu, quand la peste est venue au niveau du monde, la variole et ainsi de suite. Les gens ont voulu lier les maladies à des spécialités cliniques, alors qu'il faut faire très attention. Si par exemple vous prenez la COVID, il y a des implications cardiaques, il y a des implications pneumos, il y a des implications ainsi de suite. Il y a des implications sanitaires, l'hygiène de vie, le cadre, la communication, ainsi de suite. Donc, si vous amusez et que vous confiez ça à un clinicien, la déformation professionnelle voudrait qu'on puisse aller beaucoup plus vers des actions dans son sens, alors que le santé publique voit côté environnement, côté WASH, côté protection sociale, côté économie de la santé, et ainsi de suite. C'est une vision plus globale et en même temps, ça vous permet de prendre une décision plus souvent radicale, mais souvent plus nette en faveur de la population. Donc, vous pouvez avoir des carrières en nutrition, la vaccination. Par exemple, Thomas Sankara au Burkina Faso a fait une vaccination commando dans les années 80, 82, 83.
cette vaccination a eu un impact, ça a permis de réduire beaucoup de maladies au Burkina Faso et a été félicité par l'OMS. La rougeole, vous allez faire des mois sans avoir des cas de rougeole, vous allez faire des mois sans avoir des cas d'orion chez les enfants. Vous allez faire des mois sans avoir des cas de pneumonie. C'est vrai qu'il y en a toujours, il y a des enfants qui échappent au vaccin et ainsi de suite. Mais ce sont des efforts de santé publique. Ce sont des efforts qui permettent de limiter la casse. Et si vous prenez le VIH, ce sont des efforts de santé publique qui ont permis de sensibiliser les gens, les populations au port de préservatifs, à l'utilisation des médicaments et ainsi de suite. Il y a souvent des dérapages, mais on rattrape toujours l'usage de la communication, l'usage des radios, l'usage de la télé. Qui décide ça? Ce sont des mesures de santé publique et c'est en cela que c'est important. La recherche, la formation. Donc, vous pouvez évoluer dans la recherche, vous pouvez évoluer dans la formation. En tant qu'épidémiologiste, en tant que clinicien spécialisé aussi en santé publique, en gestion des cancers et ainsi de suite. Ces deux temps, vous allez voir, on parle de cancer. Ce sont des tapages, mais ce sont des tapages de santé publique. Quand on fait, vous allez voir qu'à chacun de lui, les femmes, les filles, nos sœurs vont se faire dépister. Et on le dit toujours en santé, dès que vous dépistez précocement, ça permet de prendre en charge. Mais avant, les gens venaient tardivement et ça créait pas mal de choses, de problèmes. Vous avez des questions d'innovation, de digitalisation, d'intelligence artificielle, de data, de bioinformatique, de gestion de projets, la santé maternelle, infantile. Vous avez des projets où on commence à éduquer les enfants, les jeunes filles à partir de 9 ans, 8 ans. Par exemple, au Burkina, on a introduit le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, Human Papillomavirus, chez les jeunes filles de 9 ans. Il y a eu des mobilisations de ressources avec l'OMS, avec l'UNFPA, avec l'UNICEF, et ainsi de suite. Pourquoi? À partir de 9 ans, les enfants, avant 9 ans, par exemple, les enfants n'ont pas de rapport sexuel. Alors que si quelqu'un commence à avoir un rapport sexuel, ça devient caduque. Donc, ce sont des mesures de santé publique. Donc, il faut intégrer les gens, il faut l'inclusion sociale. Et tout cela permet à renforcer le système de santé. Vous pouvez utiliser la géographie pour géolocaliser, pour faire des choses, mais toujours, ce sont des opportunités d'évolution. Vous pouvez être médecin aujourd'hui et vous spécialiser en système d'information géographique. Vous pouvez vous spécialiser en santé maternelle. Vous pouvez vous spécialiser en urgence sanitaire, gestion des urgences, en épidémie, ainsi de suite. Il y a tellement de domaines dans lesquels vous pouvez évoluer en tant que médecin, en tant qu'étudiant. Ne pensez pas que la médecine va s'arrêter dès que vous soutenez votre diplôme de doctorat. Ou bien, sachez que même des géographes peuvent faire la santé publique, des économistes peuvent faire la santé publique, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas limité à seulement que la médecine. Au niveau des professionnels, il faut savoir que vous pouvez avoir des carrières au niveau international, telles que les organisations non gouvernementales, les agences onusiennes, les bailleurs de fonds. Par exemple, au niveau des agences onusiennes, vous avez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous avez l'UNICEF qui s'occupe des enfants, ou souvent la question de santé maternelle. Vous avez l'UNFPA qui s'occupe beaucoup plus de la santé maternelle. Vous avez la FAO qui travaille avec les vétérinaires, mais qui travaille aussi avec le ministère de la Santé dans le cadre du One Health, dans le cadre de la gestion des épidémies, dans le cadre de beaucoup de projets. Vous avez le HCR qui travaille avec les populations. Vous avez Gavi dans les questions de vaccination. Vous avez le Fonds mondial. Le Fonds mondial, par exemple, au Burkina, ou dans la plupart des pays, travaille au renforcement de la surveillance épidémiologique, travaille beaucoup plus sur le paludisme, sur la tuberculose et le VIH. Chaque année, ou chaque 2 ans, ils financent à hauteur de milliards aux pays qui veulent pour implémenter des actions contre ces maladies. Ce sont des questions de santé publique. Donc, vous avez GIZ, la coopération allemande, la coopération luxembourgeoise. Chaque pays essaie de développer une coopération en faveur de pays développés. Et quand vous regardez au Sahel, dans nos pays, c'est beaucoup plus les questions de développement, les questions d'action humanitaire, les questions de renforcement de la surveillance épidémiologique. Parce que, quoi qu'on dise, on ne vous donnera pas l'argent parce qu'on vous aime. On vous donnera l'argent pour que vous évitez que les maladies arrivent chez eux. Pour le dire clairement. Il faut, si vous comprenez ça, ça va être bien. Il faut que vos maladies, Ebola qui est là aujourd'hui, ce sont des questions de santé publique. Ce n'est pas seulement
que la clinique. La clinique vient pour la prise en charge des cas de maladie. Mais il faut identifier tous ceux qui ont été en contact avec le malade. Vous pouvez avoir 100 cas, voire 200 cas. Par exemple, quand vous prenez un cas d'Ebola, s'il y a eu quelqu'un qui est mort d'Ebola, on va retracer tous ceux qui ont été en contact avec lui au moins sur les 20 jours passés. On va les lister et on va les chercher dans chaque coin du village. On va les chercher. On va les mettre en isolement pendant un bout de temps, en quarantaine pendant au moins 20 jours avant de les faire sortir. Et ainsi de suite. Pendant la COVID aussi, c'était comme ça. On cherchait les cas contacts et on les surveillait. On a ce qu'on appelle la recherche active, la recherche passive, et ainsi de suite. Donc, rassurez-vous, je vous l'ai dit, tout est santé publique, mais je vais être très modéré. Donc, vous avez des questions de renforcement. Vous pouvez travailler avec le ministère de la Santé. Et par exemple, si vous voyez les directeurs régionaux de la santé, c'est des personnes de santé publique. Beaucoup de directeurs des hôpitaux, c'est de santé publique. Les médecins-chefs, c'est de santé publique, et ainsi de suite. Les directives viennent de là. Les cliniciens vont, je veux bien dire, les cliniciens vont exécuter. Que les cliniciens m'excusent, moi, je suis clinicien. J'exécute ce que la santé publique me dit de faire. C'est comme ça. Je n'ai rien contre quelqu'un. Moi, je suis un clinicien. Mais rassurez-vous, tu ne peux pas être un bon acteur de la santé publique si tu n'as pas été un bon clinicien. Parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas décider de prendre en charge, d'écrire un projet de prise en charge d'un cancer du col de l'utérus si tu ne connais pas la santé maternelle. Si tu ne connais pas les effets du cancer chez quelqu'un, si tu ne connais pas ce que le cancer peut faire chez quelqu'un, chez la personne, chez son entourage, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez être de bons santé publicistes, il faut être des bons acteurs cliniques. Sinon, vous serez juste des économistes. Vous serez juste des nombres. Et ça, c'est pas intéressant. Vous avez la possibilité d'être des bons consultants. Des consultants au niveau international, des consultants au niveau national. On peut vous envoyer une mission hors du pays pour aller appuyer par exemple la RDC qui a un problème d'Ebola. On peut vous envoyer parce qu'il y a une diphtérie au Niger et il y a une inondation quelque part. On peut vous envoyer pour aller gérer les questions de nutrition et ainsi de suite. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut vous envoyer. Mais ça va dépendre souvent de votre expérience locale, de votre réseautage, on va arriver. Donc, la question de la multisectorialité, et comme je l'ai dit, il y a la santé, l'agriculture, l'environnement, et puis les ressources animales, bien sûr liées à l'agriculture. On peut, dans la santé publique, vous avez la possibilité de développer des partenaires publics-privés, des partenaires régionaux, basés par exemple sur l'OAS, l'Organisation Ouest africaine de la santé. Vous avez des partenaires comme l'OMS au niveau africain, Afro, OMS, l'OMS qui est basé, qui a des hubs. Vous avez le CDC Africa. Vous avez pas mal de pléthores d'organisations internationales qui interviennent dans tous les pays presque, sauf les pays où on déclare les gens persona non grata. Donc, du coup, vous avez la possibilité de travailler dans toutes ces structures-là. Mais ça va dépendre de votre expérience antérieure. On ne prend pas quelqu'un qui n'a pas une expérience. Faites votre expérience, même si c'est un milieu associatif. Même si c'est dans le quartier, faites votre expérience. Parce que cette expérience peut aider à résoudre un problème au niveau international. Et je vous assure que ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans la gestion des données de santé et vous pouvez aussi vous spécialiser dans la question de communication pour le changement de comportement. Voilà. Si par exemple vous décidez de faire ça, ça va être bien aussi. Donc, le défi, on est au défi. Il faut savoir que les professionnels de santé publique doivent faire face aux défis. Les défis, c'est quoi? C'est par exemple les barrières géographiques et culturelles. Si je quitte le Burkina et je vais au Tchad, il y a une certaine similitude. Mais si je vais au Maroc, ça va être un petit déphasage. Si vous allez en Ukraine, ça va être un petit déphasage. Il faut que vous vous adaptez. Il y a une différence culturelle, les barrières géographiques et surtout dans les pays en développement, souvent, moi je prends un exemple, on développe une campagne, une politique de construction de latrines
dans une région du Burkina Faso, et quand vous finissez de construire les latrines, les gens vont et ils défèquent dehors, défèquent à côté des latrines. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et on vous dit, parce que vous n'avez pas associé la population dans les décisions, dans la conception, parce que dans les projets de santé publique, vous devez associer tout le monde dès le début jusqu'à la fin. Donc, si vous ne les avez pas associés, ils ne vont même pas déféquer dans vos toilettes. Parce que culturellement, chez eux, ça ne se fait pas. Ils ne défèquent pas. Comme on dit, hein, vous m'excusez du terme, ils disent qu'un trou ne regarde pas un trou. Donc, du coup, vous passez à côté de votre politique de santé. Donc, si vous ne comprenez pas le langage culturel, le langage ethnique et de la région où vous allez intervenir, vous créez une barrière intellectuelle qui va, en tout cas, creuser encore les fossés de votre mise en place de votre politique de santé. Vous avez des inégalités d'accès. Vous avez des zones qui n'ont pas accès à des centres de santé, par contre, d'autres en ont. Vous avez, par exemple, au Burkina, et ailleurs, au Mali, au Niger, dans beaucoup de pays, des zones qui sont très bien nanties en termes de système de santé. Ils ont des hôpitaux, ils ont des centres de santé, ils ont beaucoup de médecins. Regardez Ouagadougou, il y a combien de médecins? Regardez, allez-y à l'est, ou bien à Dori, vous allez avoir combien de médecins? Dès qu'il y a un convoi, il disparaît, c'est bien. Donc, si la santé publique doit s'intégrer, doit pouvoir travailler, on doit pouvoir faire une répartition équitable du personnel. C'est pour ça, en fait, on forme les acteurs, on les déploie sur le terrain, on fait en sorte qu'ils ne manquent pas dans un pays, dans une région ou dans une province pour pouvoir prendre en charge les populations. Le défi aussi, c'est le financement. Actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de financement. Il y a les crises, il y a les guerres au niveau international. La mobilisation des ressources devient très difficile, devient tellement insuffisante et qu'il faut gérer avec efficience les moyens qu'on vous donne. Donc, on développe ce qu'on appelle les partenaires publics-privés, j'en ai parlé, où un privé peut investir dans la santé. Et puis, vous lui donnez quelque chose. On ne investit pas pour rien. Ce n'est pas de la bienfaisance. Un bienfaiteur qui vient faire quelque chose, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, il attend quelque chose en retour. Le retour peut être un assouplissement des mesures en sa faveur, ça peut être un partage de données, ça peut être beaucoup de choses. Souvent, ce n'est pas de l'argent, mais ce qu'il va gagner va lui permettre encore de produire encore plus de l'argent. Donc, le défi aussi, c'est les épidémies et les crises sanitaires qui sont à répétition, où il faut former les acteurs de la santé publique pour que nous puissions être plus réactifs, pour que nous puissions être plus mobilisables en cas d'épidémie, en cas de sollicitation. Un santé public doit dormir avec un seul œil, parce qu'à tout moment, on peut l'appeler pour dire qu'il y a une épidémie dans telle région et qu'il est mobilisable, il doit pouvoir prendre son baluchon et puis disparaître en moins d'une heure pour partir et pouvoir aider la population. Vous avez l'instabilité politique dans nos pays qui influence sur les décisions. Aujourd'hui, on a décidé, on a une politique, on a un plan stratégique bien élaboré et le politique viendra demain changer les choses en fonction de sa vision, et ainsi de suite. Donc, les leviers pour saisir ces opportunités, selon moi, il faut savoir qu'il faut que nous renforçons nos compétences. On peut être étudiant et se former en épidémiologie. On peut être étudiant tout de suite et se former en gestion de projets à gauche, en gestion de projets à droite. On peut être étudiant à faire des certifications sur le suivi et évaluation de projets, sur l'économie de la santé et ainsi de suite. Il faut savoir s'orienter. S'orienter, à l'école primaire, on dit s'orienter, c'est rechercher les 4 points cardinaux. Mais en santé publique, s'orienter, c'est chercher à savoir quel est son objectif de vie. À un certain moment, on peut tourner, mais il ne faut pas oublier ton objectif. Il ne faut pas oublier ton objectif. Si ton objectif, c'est de faire de l'épidémiologie, c'est de faire de l'économie de la santé, c'est de faire, par exemple, être un développeur au profit de la santé, il faut foncer. Toutes les voies mènent à Rome. Si vous prenez l'Est, vous allez arriver à Rome. Peut-être que ça va vous tarder, mais vous allez arriver. Et il faut savoir qu'il faut valoriser les compétences et les expériences locales. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Tout ce que vous faites, commencez à militer dans les associations. Commencez à militer dans les associations de quartier, à défendre la femme, la mère, la femme enceinte, l'enfant, la personne âgée, ainsi de suite. Militez dans les associations, faites du volontariat, faites tout ce que vous voulez pour la santé. Ces expériences vont vous servir un jour dans les grandes
situation depuis les décisions. Et c'est très capital. On m'a demandé de mettre, je suis fondateur de Proxima Santé, je vais juste poster ce que c'est Proxima Santé. Et Proxima Santé est une entreprise de droit privé qui existe depuis 2022. Nous travaillons beaucoup plus dans l'assistance médicale de proximité. Ça veut dire quoi? Nous travaillons avec des étudiants en médecine, des médecins, des infirmiers, de l'enfantin. Donc, tous ceux qui veulent travailler avec nous, on est disponible pour assurer, on fait des visites à domicile pour des soins de santé des personnes âgées, des gens qui veulent les consultations à la maison et ainsi de suite. On travaille dans les questions d'évacuation sanitaire vers la France, vers Israël, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Inde et pas mal de pays où nous avons des conventions. Nous espérons avoir d'autres conventions encore avec d'autres pays où, si le plateau technique ne suffit pas ici pour prendre en charge quelqu'un qui ne soit pas limité parce que le monde est devenu un village planétaire. Il suffit de prendre ton avion à 5 heures de vol, tu arrives dans un pays où on t'opère pour une situation où tu ne pourrais pas gérer. Donc, nous intervenons dans le biomédical, la gestion de projets de santé, nous faisons des consultations en santé publique et ainsi de suite. Voilà. Donc, les évaluations externes de projets, le One Health, la surveillance épidémiologique, l'humanitaire, ça, ce sont des choses sur lesquelles nous intervenons. Je vais m'arrêter là et vous rappeler qu'il y a des opportunités dans la santé publique internationale. Il y a des opportunités de renforcement du système de santé au niveau national et au niveau international. Donc, si vous voulez être un bon décideur, faites la santé publique, vous serez aux côtés des décideurs pour impacter la santé des populations. Ce que vous avez vu de mauvais accueil des agents de santé, tout ce que vous avez vu, la malnutrition, tout ce que vous avez vu, voilà, la poliomyélite, tout ça, ce sont des acteurs de la santé publique qui réfléchissent, qui écrivent et qui font exécuter. Et nous, les cliniciens, on exécute. Donc, et je rappelle qu'il faudrait qu'ensemble, on développe des expertises locales. Développer nos expertises locales, que tu sois géographe, que tu sois juriste, que tu sois économiste, que tu sois médecin, que tu sois pharmacien, pense à développer ton expertise locale parce que même dans les laboratoires, il y a des acteurs de la santé publique, il y a ceux qui lisent les informations, qui produisent des articles scientifiques et ces articles scientifiques vont permettre de s'orienter, permettre de changer la donne. Parce que pour qu'un pays change une donne, on va regarder les références scientifiques à l'international et surtout dans les pays qui nous ressemblent. Comment est-ce qu'on peut utiliser une donne au Bangladesh, au Venezuela, à Taïwan ou dans un autre pays du tiers-monde pour changer la donne chez nous. Et n'oubliez pas que nous sommes jeunes, on peut toujours créer et comme le disait un philosophe allemand, il faut créer aussi longtemps qu'il fait jour. Donc, en santé publique, moi je vous exhorte à créer aussi longtemps qu'il fait jour. Et il fera toujours jour. Je vous remercie. S'il y a des questions, on va le prendre et puis voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, docteur Komansere, pour cette belle intervention. Et les 30 minutes sont passées tellement rapides, sont passées tellement vite, vu la qualité de l'intervention, de la présentation plutôt. Et nous allons essayer de brosser un peu. Sinon, faire un petit résumé de ce qui a été dit. Globalement, ce que docteur Komansere nous a transmis ce soir, c'est que la santé publique, c'est penser global et agir local. Et pour être un décideur de demain, il faut forcément faire la santé publique. Car la santé publique en médecine, c'est faire rayonner ses compétences. Et aussi, la santé publique nous permet de garantir la pertinence et l'adaptation des politiques sanitaires et sociales. Et il faut noter aussi que la santé publique est
carrément au-dessus des considérations cliniques, sans vouloir vexer les cliniciens, comme le docteur a su le souligner. C'est pour dire pour être un bon santé publiciste, comme le disent certains, il faut être aussi, ou bien il faut être d'abord un bon clinicien. Parce que les décisions que nous prenons de manière globale ou les actions que nous menons de manière locale au niveau de la santé publique, il faut d'abord avoir une bonne base clinique. Et docteur, par la suite, a eu à nous parler des opportunités de carrière en santé publique. Et ces opportunités, il faut savoir aussi qu'en santé publique, bon, le docteur a dit qu'il y a l'argent dedans. Donc ça, j'ai eu à noter cela. Et que chaque décision prise en santé publique compte vraiment. Et la santé publique joue un rôle vital dans l'amélioration de la santé à l'échelle mondiale. Comme opportunité de santé, comme opportunité en santé publique, c'est notamment les innovations, la digitalisation, en passant par le data science, la bioinformatique, la gestion des données, la santé maternelle, la gestion des urgences sanitaires et la gestion des urgences sanitaires. Mis à part cela, le docteur a su aussi nous parler des carrières internationales, notamment au sein des ONG, des agences, des bailleurs de fonds, les agences de l'Union nationale, les agences de l'ONU telles que l'OMS, l'UNICEF, le FAO, le Fonds mondial et aussi le ministère de la Santé, ça c'est au niveau local, et les consultations et les missions courtes. Aussi, docteur nous a parlé aussi de l'approche One Health et multisectorielle où nous pouvons quitter de la santé, aller à l'agriculture, de l'agriculture, aller à l'environnement. Cela signifie que la santé publique ne demande pas forcément d'être médecin pour faire la santé publique, mais tous les acteurs de la société peuvent faire la santé publique. Les leviers, les défis actuels de la santé publique, il s'agit des barrières géographiques, culturelles, les inégalités d'accès, les défis liés au financement et aux ressources, notamment dus aux crises que nous faisons face actuellement. Il y a les guerres, les épidémies, tout ça rentre dans entrave le financement et limite les ressources. Nous avons aussi les instabilités politiques que nous voyons dans le monde entier actuellement. Donc, le docteur Lucie a su nous parler de l'entreprise Proxy Santé, qui est une entreprise de santé qui évolue dans l'assistance médicale, l'assistance médicale de proximité, avec les médecins de famille, les infirmiers, les laboratoires, les évacuations sanitaires et les expertises en santé publique, notamment la formulation, la gestion, le suivi et les évaluations des projets et des programmes de santé publique. Donc, nous avons brossé un peu le contenu de la présentation du docteur. Donc, et nous allons passer maintenant à la phase des questions-réponses. Pour les questions, nous allons essayer d'aller comme suit. Chaque participant qui a une préoccupation, une question, peut lever la main. Nous allons choisir la personne. Elle va poser les questions et nous allons faire le tour. Je ne sais pas si le docteur est d'accord avec cette méthode-là. Nous allons faire le tour où vous allez proposer une question. Vous allez proposer des réponses ou bien on va aller cas par cas. Docteur, qu'est-ce que vous proposez? Pour gagner un temps, je pense qu'on peut poser les questions et après je vais répondre. Maintenant, s'il y a des questions, on peut répondre, ensuite on peut revenir dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons passer maintenant à la phase des questions-réponses. Et s'il y en a qui ont des problèmes avec leur micro, vous pouvez
vous pouvez laisser des messages, mais vos préoccupations dans le chat. Merci et bonne suite de programme à tous. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, il y a deux cas. Soit tout le monde a compris, soit personne n'a rien compris. Il y a une question qui est dans le chat actuellement. Quels sont les salaires qu'on peut viser en sortie d'études? Je pense qu'il y a des mains qui se lèvent actuellement, donc nous allons essayer de prendre. Nous allons commencer avec Monsieur Hassan Ali Mbodou. D'accord. Et merci pour la parole. Bonsoir à tous. Merci au docteur pour la brillante présentation. Nous avons appris pas mal de choses et merci beaucoup pour ça. Et moi, ma question, c'est en fait beaucoup plus sur l'exemple que vous avez donné concernant le refoulement des patients dont vous avez pris le cas de Burkina Faso. En fait, moi, je me dis, avant de décider ce genre de décision, je ne sais pas, est-ce que les santé publicistes vont essayer d'inclure les juristes et tout pour que voilà, l'adhésion ne va pas faire de polémique. Puisque récemment, j'ai vu aussi des juristes qui sont en train de discuter sur l'adhésion des refoulements. Et ils disent qu'en fait, un médecin face à deux patients. Un patient qui est venu avec fiche de référence et l'autre qui est venu, et puis bon, voilà. Est-ce que le médecin est obligé de traiter celui urgemment, celui qui a le fiche de référence, ou bien celui qui est l'autre là? Puisque tous les deux patients, c'est l'ambulance qui a amené. Voilà, je me dis, en fait, est-ce que en prenant ces genres de décisions, est-ce que les santé publicistes vont inclure des juristes, voilà, essayer de prendre une décision multidisciplinaire, ou bien en fonction des réalités du pays, et puis on décide? C'est ça ma question. Merci. Il y a Nestor Gagré. D'accord, Nestor Gagré, vous avez la parole. Docteur Nestor Gagré, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Je suis Nestor Gagré, je suis résident en médecine du travail. Merci pour la parole et merci à Dr Combacele pour sa brillante présentation. Une présentation à travers laquelle j'ai beaucoup appris en matière de santé publique internationale. Par ailleurs, j'ai deux petites questions. La première, j'aimerais savoir quelle est la place de la médecine du travail dans le système de santé publique. Et la deuxième et la dernière question, est-ce qu'un médecin du travail peut mener une recherche en épidémiologie sur une maladie professionnelle sans pour autant être, comment dirais-je, diplômé en épidémiologie? Donc, ce sont mes deux préoccupations. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, Dr Nestor Gagré. On ne sait pas s'il y a d'autres mains
mettre des questions dans le chat. Pour le moment, il n'y a pas de main. Ok, docteur Amin Bichara, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup Marwan pour la parole. Merci à notre cher maître, docteur Karim Kombassere, pour cette belle présentation. Ma question concerne les formations de quelqu'un qui veut aller vers la santé publique. Par exemple, après sa soutenance de médecine, il voulait entamer une carrière en santé publique. Mais vu qu'actuellement, il y a beaucoup des écoles qui proposent des masters de santé publique, et certains, c'est pas vraiment ça. Donc, pour remédier à ces fléaux, quel est le conseil qu'il peut, ou quelles sont les écoles que nous, en tant qu'Afrique francophone, on peut aller vers ces écoles-là et faire rentrer dans la compétition, vu que aussi c'est un domaine actuellement très compétitif. Quelles sont les écoles que vous nous conseillez de santé publique et que quand on sort, on ne va pas tâtonner après notre diplôme? La deuxième question, quelles sont les compétences fondamentales à apprendre de façon collatérale pour être un bon santé publiciste? Merci. Merci beaucoup, docteur Amin, pour votre question. Il y a une question dans le chat de docteur Siaka Traoré qui dit pour avoir de solides compétences en gestion des projets, quelles sont les formations à faire? Ça, c'est sa première question. La deuxième question, c'est pour avoir de solides compétences en consultation en santé publique, quelles sont les formations à faire? Je pense que ça, c'est sa deuxième question. Nous allons voir s'il y a des questions, d'autres questions, des mains levées. Et je vais me porter aussi à l'exercice. Moi, ma question, c'est notamment aux défis que rencontrent les défis qu'on rencontre dans les sites de la santé publique, notamment les défis de financement et de ressources. Comment pallier à ces défis-là, dans le sens où le contexte actuel, nous avons, avec l'élection du président américain actuel, Donald Trump, il y a eu la suppression de certaines subventions qui est passée par USAID. Dans ce genre de contexte, quels sont les leviers que un médecin en santé publique doit avoir, mais quels sont les réflexes au fait, peut-être pour anticiper ou bien des leviers pour pouvoir éviter ces genres de situations? Merci. Et il y a Ouslan Bates qui a levé la main, donc je vais lui passer la parole. Ok, bonsoir. Je suis Sori Jemilatou, épouse Paul. Je suis étudiante en médecine 6e année. J'ai suivi avec intérêt la présentation. Ma question, c'est par rapport à l'expérience. Docteur lui a parlé qu'il faut de l'expérience pour postuler, espérer et faire partie ou bien entreprendre une carrière internationale en santé publique. Et je pense qu'il a eu, j'ai entendu l'expérience en milieu associatif. Est-ce que c'est tout type d'association, n'importe, ou bien il y a des compétences clés qu'il faut mentionner? Merci. D'accord. Merci pour la question. Et docteur, est-ce qu'on ne va pas faire des tours de questions, c'est-à-dire qu'on va répondre à des sessions en attendant de prendre d'autres questions, ou bien vous voulez qu'on fasse carrément des tours? Je propose qu'on puisse aller avec les questions qu'on a d'abord
et on fera peut-être 2 à 3 sessions de questions-réponses. D'accord. D'accord. Merci, docteur. Merci. OK. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci à l'ensemble de personnes qui ont posé des questions. Merci à ceux qui n'ont pas posé des questions aussi. Quel est le salaire? Ça, c'est une bonne question que beaucoup de gens se posent. Il n'y a pas de salaire témoin. Il faut savoir que c'est en fonction du poste dans lequel vous allez évoluer, en fonction de la structure que vous postulez. Mais il faut savoir que généralement, quand c'est des structures, quand c'est international, il y a un niveau de base sur lequel on ne doit pas vous employer. On ne doit pas vous employer en dessous de cette fourchette-là. Et je peux vous rassurer que ça vaut mieux que rien, quoi. Si on vous embauche dans cette structure-là, ça vaut mieux que votre salaire de fonctionnaire. Donc, c'est déjà quelque chose qui peut motiver. Et pour le refoulement des patients, moi, je ne vais pas épiloguer dedans, mais sachez que chaque décision a ses limites et chaque décision a ses avantages. Donc, si le ministère a décidé de le faire, il faut savoir qu'au sein du ministère, il y a des juristes assermentés qui conseillent le ministre et qui conseillent les acteurs du ministère sur toutes les décisions qui seront prises. Et donc, s'il y a une décision, les gens vont exécuter et on fera le point. C'est-à-dire, dans quelques mois, on fera le point de cette décision, de cette mesure. Et s'il faut aller de l'avant, le ministère prendra des mesures pour soit renforcer la prise ou bien décider d'aller sur une autre voie. Donc, pour dire qu'on ne va pas trop épiloguer là-dessus, mais sachez qu'il y a toujours des conseillers à côté. Donc, docteur Nestor, qui est médecin du travail, qui fait la médecine du travail, il demande quelle est la place. Vous savez, la médecine du travail nous concerne tout le monde, que ce soit épidémiologiste, que ce soit médecin de santé publique, ONG et autres, ou agence, tout le monde est obligé de s'adapter à la médecine du travail. La médecine du travail s'imbrique dans notre quotidien, dans notre travail de tous les jours. Si tu es médecin, santé publique, et tu travailles dans des conditions qui ne sont pas favorables à ton épanouissement sanitaire, à ton hygiène de vie, le médecin du travail viendra te rappeler cela. Donc, le médecin du travail peut travailler au niveau national comme il peut travailler au niveau international. Donc, pour vous rassurer que le médecin du travail veille à la sécurité de tout le monde. Voilà, c'est le gardien de notre environnement de travail. C'est celui qui nous conseille, c'est celui qui veille à ce que les travailleurs, que ce soit publics ou privés, puissent travailler dans les meilleures conditions d'épanouissement. Et si vous voulez faire une étude dans votre milieu en ce qui concerne les maladies professionnelles, mon conseil est de vous associer à un médecin de santé publique qui puisse aussi vous orienter sur la façon de faire. Vous pouvez aussi vous former en santé publique parce que les médecins du travail, la plupart des gens se forment aussi en santé publique. Seul, vous ne pourrez peut-être pas, vous allez peut-être oublier certaines choses. Formez-vous, ça vous permet d'avoir des BABA, mais associez-vous aussi à un médecin de santé publique, à un épidémio, à un pneumo, et ainsi de suite, à une autre spécialité qui vous permettra de voir des éléments que vous n'allez pas voir, ou bien que vous passez à côté. Et les écoles de santé, il y en a beaucoup. Il y a des écoles de santé que l'État est en train d'ouvrir, il y a des écoles de santé que le public, le privé est en train d'ouvrir, il y a des écoles de santé à travers le monde où souvent vous allez recevoir des publications sur Facebook et ainsi de suite. Mais il faut faire très attention parce que vous allez aller faire des formations, revenir, vous n'allez jamais être référencé. C'est comme si vous avez jeté votre argent. Vous avez fait des bonnes formations, mais l'école ou l'université, la formation n'a pas suffisamment de valeur aux yeux des agents des Nations Unies. Et si vous voulez aller dans une université, si c'est possible, renseignez-vous auprès de vos aînés
Renseignez-vous auprès de 2, 3, 4 personnes qui vont vous dire. Et si vous avez la possibilité d'avoir les agents des Nations Unies ou bien les organisations internationales, ils vous diront que ces structures-là ne font pas partie de nos écoles. Vous avez, par exemple, moi je ne vais pas vous donner des noms, mais vous avez des écoles où quand vous formez là-bas, avant de sortir, on va vous envoyer faire un stage, par exemple, dans une organisation internationale. Et dès que vous visez votre stage de 3 mois ou de 6 mois, on va vous embaucher directement. C'est dit que c'est satisfait ou remboursé. Mais vous allez payer cher. Si vous êtes prêt à débourser l'argent, demain, appelez-moi, je vous dis où est-ce que vous pouvez aller vous former. Et dès que vous finissez, vous allez aller travailler dans un autre pays ou ailleurs. Ça, c'est possible. Voilà. Mais si vous restez dans certains quartiers pour vous former, vous allez être un médecin de santé publique, un diplôme qui peut-être ne sera pas reconnu tout de suite et souvent, ça va être compliqué pour vous. Sinon, il y a des universités qui sont très bien connues, qui sont très bien cotées. Et ce sont nos enseignants, ce sont nos maîtres, ce sont nos frères et sœurs qui travaillent là-bas. Donc, vous pouvez aussi apprendre à gauche, à droite des compétences en santé publique, des questions en gestion de projet, en planification et ainsi de suite. Et quelles sont les formations à faire? Vous avez les masters en gestion de projet que vous pouvez faire si vous voulez faire la gestion de projet associé à la santé publique. Vous pouvez faire les certifications PMI, les certifications internationales en gestion de projet. Tout ça, ce sont des structures, des choses que vous pouvez vous former à l'international et c'est reconnu. Donc, vous pouvez aller faire une formation, un master dans une université qui se trouve dans un coin reculé qui n'a pas de valeur parce que ce n'est pas reconnu par l'instance, par le CAMES. Il faut toujours vérifier cela parce qu'un jour, vous pourrez être recruté ailleurs, on vous demande votre diplôme. Vous avez passé 2 ans à faire un master qui n'a pas de valeur que dans votre maison. Les défis de financement, il faut savoir qu'avec l'arrivée de Trump, il a suspendu le financement à l'OMS, mais au fur et à mesure, vous allez vous remarquer qu'il y a des financements qui ont été donnés à des structures américaines qui vont revenir travailler, parce que vous savez, ils ne peuvent pas s'en passer de nous. Ils ne peuvent pas s'en passer de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde interconnecté. Les gens voyagent tous les jours. Donc, si tu quittes ici, tu vas aller aux États-Unis, tu vas arriver là-bas demain. Avec ta maladie, là, tu vas les donner ça. Maintenant, ils vont nous financer pour que nous puissions détecter rapidement ces maladies-là, pour que ça n'arrive pas là-bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pays et tous les pays africains se retournent actuellement dans les discussions, on se retourne vers le financement endogène. Comment est-ce que le budget de l'État, le budget du privé peut supporter la santé? L'OMS a recommandé que chaque pays met 12% de son budget annuel à la santé. Mais des pays qui n'atteignent même pas les 8%, les 5%. Le Burkina a atteint quelques années les 12%, dépassé quelques fois. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on se rend compte qu'on compte beaucoup sur les bailleurs externes. Donc, peut-être il faut s'adapter beaucoup et toujours se former. Ça va vous permettre de passer d'un poste à l'autre s'il y a des opportunités de financement. Parce que vous pouvez être formé en santé publique et puis être là sans travail. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut peut-être créer pour vous-même ou créer en association des structures qui vous permettent de vivre de votre métier et de pouvoir continuer. La dernière question de Soré, je pense que les compétences clés, il y en a suffisamment. En fonction du poste, on va vous demander un certain nombre de compétences. Je prends un exemple. Est-ce que vous pouvez vivre en société? Ça, c'est une compétence qu'on va vous évaluer. Est-ce que vous pouvez vivre dans un milieu interculturel? Est-ce que vous pouvez vivre avec des blancs? Est-ce que vous pouvez vivre avec des femmes? Est-ce que vous pouvez vivre avec des hommes? Est-ce que vous pouvez vivre avec des gens qui ont des orientations sexuelles différentes que vous? Est-ce que vous avez des problèmes avec ça? Si vous n'avez pas de problème avec ça, sachez que vous pouvez travailler à l'international. Mais si ça vous dérange de travailler avec un homme qui a des piercings ou bien une femme qui a des tatouages, sachez que vous ne pouvez pas travailler à l'international parce que à l'international, c'est open.
C'est ouvert, tout le monde s'y trouve. Et aucun pays ne va vous donner un financement sans avoir aussi l'œil dessus. Parce que moi, si je vous finance, je vais vouloir pour que certains de mes éléments puissent venir travailler avec vous et puis avoir un peu d'argent. Ils viendront peut-être en stage, ils viendront vous superviser et ainsi de suite. Donc, soyez prêts à travailler avec tout le monde. Ce sont des valeurs humanistes que vous devez avoir. Si vous allez travailler avec la Croix-Rouge, on va vous demander d'avoir encore d'autres valeurs telles que l'impartialité, la neutralité. Ce sont des valeurs fondamentales que chaque structure va vous dire, voilà nos valeurs. Mais généralement, ce sont des valeurs humanistes. Il ne faut pas penser que ce sont d'autres valeurs. Les associations, peuvent visiter dans toute association. Que ce soit des associations religieuses ou pas, sachez que ce qui est important, c'est les interactions que vous avez avec les uns et les autres. On ne vous demandera pas pourquoi vous avez milité dans telle association et autres. Mais une chose que je vais vous dire avant, faites très attention à ce que vous faites dans votre environnement des réseaux sociaux. Parce que si on doit vous recruter, par exemple, dans un poste aux États-Unis ou bien financé par les Américains, ils vont peut-être aller fouiller votre compte Facebook pour voir est-ce que vous n'avez pas insulté Trump un jour. Si vous avez fait, on va vous appeler un matin et dire que votre CV est bon, mais nous sommes dans le regret de vous annoncer qu'on a retenu quelqu'un d'autre. Donc, il faut savoir raison garder quand vous communiquez sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un conseil gratuit que je vous donne. C'est gratuit, hein, ça, c'est pas pire. Donc, merci, je vais m'arrêter là s'il y a d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour cette première phase de questions-réponses. Nous allons passer maintenant à la deuxième. Il s'agit des questions qui ont été posées dans le chat. Et je pense que c'est les questions de Dr Siaka Traoré, de Mouniratou Kietega. Je vais les lire pour que vous puissiez voir les questions. Il s'agit de la question de Dr Siaka Traoré, c'est demande pour avoir des solides compétences en gestion des projets, quelles sont les formations à faire? Et la deuxième question, c'est pour avoir des solides compétences en consultation en santé publique, quelles sont les formations à faire? La question de Mouniratou Kietega, c'est quels sont les domaines de santé publique qui seront les plus impactés par l'avènement de l'intelligence artificielle et ne nécessiteraient plus véritablement l'intervention de l'homme. Quels sont les domaines d'avenir dans la santé publique? Ça, c'est la deuxième question. Et la question de... La deuxième question de Hamza Milogo. Bonsoir à tous, je suis Milogo Tolo. Merci aux conférenciers. Sa question, c'est par rapport, c'est la question selon laquelle pour être un bon santé publiciste, il faut être un bon clinicien. Pour un étudiant qui a embrassé le domaine de la santé publique à un jeune âge dans le cadre du résidanat sans avoir aucune expérience terrain, je ne dirais pas que c'est impossible de devenir un bon santé publiciste, mais quel conseil aurez-vous à l'endroit de ce dernier pour parvenir à cette fin? C'est mon cas actuellement et j'attends parfois certains enseignants dire vous êtes trop jeune pour faire la santé publique. La dernière question actuelle, c'est la question de Marie-Noël Mako. La question de... Nous allons demander aux participants de fermer le micro, s'il vous plaît. La question de Marie-Noël Mako, c'est bonsoir, merci pour la présentation. J'aimerais savoir s'il est préconisé de commencer la formation en santé publique en 6e année de médecine ou après le doctorat. Donc, docteur, si vous êtes là, nous allons passer, nous allons vous demander de nous donner des éclaircissements par rapport à ces questions avant de prendre d'autres questions.
Ça sera la deuxième session de questions-réponses. Ok. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Pour Marie-Noël, je crois, est-ce qu'il faut commencer la santé publique à la 6e année ou après le doctorat? Et dans la formation de base de la médecine, on donnait toujours le BABA sur la santé publique en 6e année. C'est pour que vous ayez un aperçu et que vous sachiez c'est quoi l'organisation du système de santé. Il y a des gens qui finissent médecin qui ne savent pas comment est-ce que le système de santé est organisé. Et ça, c'est dangereux. La santé publique va vous amener à comprendre votre pays, votre organisation, votre environnement de travail. C'est-à-dire que si vous savez que au niveau communautaire, dans la communauté par exemple, il y a des actions de santé publique qui sont faites, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Au niveau communautaire, on forme des agents de santé à base communautaire qui n'ont même pas le niveau souvent CEP, qui n'ont même pas souvent le niveau CEP, à donner des médicaments d'antipalus, à donner par exemple du paracétamol contre la fièvre, à donner des médicaments contre la malnutrition, à donner souvent des contraceptifs. Voilà. Donc, il faut savoir comment s'organiser. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire la santé publique. Parce que même, comme je dis, les géographes, les économistes font la santé publique, mais la santé publique, c'est comme la décision que tu veux faire. Je ne veux pas être trop chaud, mais si tu veux t'orienter en santé publique, si tu commences en 6e année, il faut t'imprégner des réalités de ton pays, des réalités de santé publique et pouvoir t'orienter dans l'avenir. C'est vrai que le résidanat, comme je disais, il faut être un bon clinicien pour être un bon santé publiciste. Mais en 6e année, on est déjà un clinicien, sauf si on a raté les stages. Si on a sauté les stages, on a escamoté les stages, ça devient compliqué. Ça veut dire que ça vous demande encore du travail pour pouvoir être un bon santé publiciste. Mais le conseil que je vous donne, c'est de côtoyer les santé publicistes, de côtoyer les médecins. Ça vous permet souvent d'aller sur le terrain. Moi, il m'arrive souvent de me lever, de mettre mon essence, aller sur le terrain, dans un site d'orpaillage, dans une population déplacée, et ainsi de suite, pour voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Ça te permet d'avoir une certaine réflexion, une certaine idée dans la tête. En termes de santé publique, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis proposer quelque chose. Moi, je pense qu'il faut discuter avec les aînés. Ne lâche pas les aînés parce qu'on ne peut pas apprendre seul. On apprend toujours avec quelqu'un ou bien avec les références antérieures. Donc, il faut apprendre aux côtés des aînés. Il faut se rapprocher plus des aînés et des maîtres qui te diront que tu es trop jeune, mais en réalité, tu peux souffrir, mais tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, la santé publique n'est pas limitée seulement à un certain âge. Mais en tout cas, si tu veux être médecin et santé publique, ça veut dire qu'il faut que tu dois encore plus de travail à faire. Mais ce n'est pas perdu. Ça veut dire que tu peux toujours être un bon médecin de santé publique. Les domaines d'avenir, vous savez, il y a l'IA qui est venu et on va essayer de remplacer l'homme pour certaines choses. Pour les analyses des données, l'épidémiologie, pour beaucoup de choses, l'IA va essayer de les remplacer. Mais il y a une chose que l'IA ne peut pas remplacer, le vécu de l'homme, le terrain de l'homme, notre terrain, l'IA ne va pas pouvoir remplacer cela. Mais ce n'est pas maintenant. L'IA va centraliser les données, les analyser. Donc, si vous êtes un bon analyste des données, sachez que l'IA fera mieux que vous. Parce qu'à n'importe quel temps, l'IA va prendre des algorithmes, prendre des bases de données avec des logiciels sophistiqués et traiter les données pour vous. Mais si vous êtes un bon médecin de santé publique, l'IA ne va pas pouvoir vous remplacer parce qu'il y a des réflexions du terrain, des réflexions de base, des réflexions de la société que l'IA n'a pas. Donc ça, vous pouvez toujours l'avoir. Sinon, l'IA va remplacer beaucoup de gens qui se contentent juste d'analyser les données, de faire sortir des graphiques sur le site. L'IA fait mieux même que tout ça. Donc, il faut s'adapter, il faut devenir un bon médecin, il faut interagir avec la population, interagir avec le terrain, prendre des bonnes décisions et vous pouvez utiliser l'IA pour avancer. Il ne faut pas que l'IA vous utilise, mais il faut utiliser l'IA pour avancer. Ça, c'est important. Donc, il
peut m'arriver d'utiliser l'IA, par exemple, pour analyser les données. Et moi-même, je vais analyser pour comparer, est-ce que l'IA n'a pas déconné, et ainsi de suite. Mais il faut connaître déjà ce que tu fais. Donc, si tu analyses ces données, tu es confiant de toi-même. Tu peux analyser avec l'IA pour voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que l'IA a oublié, ou même toi, tu as oublié, et ça te permet d'avancer. Mais il ne faut pas tout confier à l'IA. Et pour terminer, hein, je pense que les compétences en gestion qu'il faut avoir, comme je l'ai dit, c'est les certifications internationales, les masters en gestion de projet et les consultations en santé publique à l'international. Il faut souvent être dans les réseautages. Je vous dis clairement, il faut avoir des bons amis à l'international. Il faut avoir de bonnes connaissances à l'international. Ils penseront à vous, parce qu'on peut donner une consultation à quelqu'un qui n'a pas peut-être les compétences. Il va se faire la main, mais l'immédiat, c'est peut-être que c'était votre poste, c'était pour vous, mais on ne vous connaît pas. Donc, l'école dans laquelle vous voulez étudier, il faut étudier dans une école qui vous permettra d'avoir des bons amis à l'international. Il faut fréquenter des espaces qui vous permettront d'avoir des réseautages à l'international. Et ça, c'est capital. Sinon, vous serez un médecin de santé publique avec des compétences, mais vous allez vivre, grandir et mourir localement, sans être connu à l'international. Parce que personne ne vous connaît à l'international. Si vous avez des opportunités de conférences, d'écrire des articles, allez-y, participez, faites-vous des amis, faites-vous un réseau, faites-vous des connaissances, dépensez un peu d'argent pour voyager et puis découvrir le monde entier. Ça vous permettra en même temps de constituer votre réseau et je vous assure qu'à la fin, ça va vous aider. Voilà, donc si vous pouvez voyager, voyagez, découvrez le monde, réfléchissez santé publique, voyagez à travers le monde, rencontrez des gens, rencontrez des décideurs, proposez, ayez la force de proposition et vous allez voir que votre vie va changer, comme le dit les pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, hein. Comme le dit le pasteur, votre vie va changer. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour ces réponses. Nous allons passer maintenant à la troisième session de questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà 2 mains qui sont levées. Et nous allons commencer par Monsieur Innocent. Monsieur Innocent est là? Oui, bonsoir. J'espère que vous êtes... Oui, nous allons bien. Vous avez la parole, Monsieur Innocent. D'accord, merci vraiment pour la parole. Et je remercie également le docteur pour sa brillante présentation. Et tout d'abord, il y a une question qui a été déjà posée, mais bon, je sais pas trop, je suis pas trop peut-être attentif ou bien pas trop satisfaisant, je ne sais pas. Pour atteindre un certain niveau, comme être consultant, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour atteindre ce niveau? Ça, c'est la première question. Et également, au niveau des formations, les écoles qui sont vraiment sollicitées, si c'était possible de lister avec quelques exemples, bon, citer même peut-être des universités et autres, ça fera, voilà l'affaire. C'est juste ces 2 questions que j'aimerais poser, quoi. Puisque chaque fois j'entends parler de consultant, mais bon, je ne sais pas réellement ce qui se passe derrière. C'était juste ça, merci. Si vous permettez, je vais essayer de répondre à ça. Oui, docteur, oui, vous pouvez répondre. Je vous donne des universités. Si je donne des universités au Burkina, demain on peut m'appeler, dire que je suis en train de faire la promotion des universités. Je vous donne des universités à l'extérieur. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir Emory. Emory, qui est une université américaine. Si vous sortez, à 99,99%, on va vous embaucher. Si vous partez à la London School, au Royaume-Uni, vous allez payer au moins 11 000 à 17 000 euros, ou en tout cas un truc comme ça par an, pour un master. Sortez, avant même d'arriver à la gare, on va vous embaucher. Si vous allez en France, vous avez d'autres universités. En fait, je vous dis clairement, l'université se vend. L'université forme
des élites pour demain. L'université a une carrière à défendre. Les universités ne sont pas comme nos universités ici, où on vous forme, on dit, les gars, allez-y, vous cherchez. Non, c'est pas comme ça. Vous payez votre argent, on vous forme, on vous suit, et les organisations affiliées à cette université, on vous dit, allez-y, postulez dans cette université, on va ouvrir des postes pour vous. Et on est sûr, parce que même ceux qui recrutent savent que vous êtes le meilleur. Même si vous entrez dans cette université sans être le meilleur, vous sortez avec un bagage. Ça, ce sont des universités à l'international. En France, vous avez peut-être à Marseille, vous avez à Bordeaux, l'ISPET qui est là, qui a quand même un vaste réseau de gens. Et je peux vous dire une chose, c'est que les gens se soutiennent. À l'université de Ouagadougou, on est nombreux. Mais quand on se retrouve, par exemple, en Chine, l'autre a fait l'université de Ouagadougou, et l'autre a fait l'université, je ne sais pas, de Bobo, on se dit, ah, mon gars, toi et moi, on connaît bien Zorna. L'autre dit, ainsi de suite. Si vous vous retrouvez au Burkina, dans une ONG, vous avez fait tous Bordeaux, vous avez fait la France, vous avez fait les États-Unis, ainsi de suite, vous serez les premiers à vous soutenir. Et par expérience, je vous dis que il y a certaines grandes structures qui recrutent des directeurs, des chefs de projet, des chefs de finances, mais ils puisent dans leurs ressources, des étudiants, des alumni, des gens qui sont passés par l'université. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un, le former à votre culture et le laisser dans la nature. S'il y a des opportunités, ce sont eux les privilégiés. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si vous allez dans une université, on dit l'université de Kampala, qui connaît Kampala en France, qui connaît Kampala aux États-Unis, qui connaît Kampala, je ne sais pas où, je ne sais pas pour dire Kampala, non, c'est juste un exemple que je donne. Mais sachez, il faut savoir identifier votre université. C'est pas parce que l'université est à quelques mètres de chez vous que c'est une bonne université. L'université peut avoir 1 à 2 ans d'existence, mais l'université a essayé de tisser des liens solides avec d'autres universités qui permettent de partager des expériences. Et ces universités seront référencées rapidement. Est-ce que vous voyez? Donc, permettez-moi de ne pas trop citer des universités dans ce pays-là. Sinon, demain, pour rentrer à Ouagadougou, ça va être compliqué. Voilà. Maintenant, pour être consultant, c'est bon. Vous avez une formation de base. Si c'est la santé publique, vous faites une formation en santé publique. Mais vous êtes consultant pas parce que vous avez le diplôme de santé publique, mais parce que vous avez une expérience dans le domaine dans lequel on veut votre expertise. Si, par exemple, vous avez un diplôme de santé publique et que vous avez travaillé dans le domaine de la santé maternelle, c'est-à-dire vous vous intéressez à la santé maternelle, vous avez travaillé peut-être gratuitement pour des gens, je peux vous dire, hein, parce que pour travailler, pour être enseignant, souvent on nous embauche gratuitement. Vous pouvez écrire des documents, des trucs, faire des consultations gratuites pour des structures dans le domaine de la santé maternelle. Vous avez travaillé sur des projets sur la santé maternelle et on a besoin de quelqu'un qui a une expérience de 2 ans, de 3 ans dans la santé publique, dans ce domaine. Donc, on va vous dire, moi, je vous prends pour, quand on dit une consultation, c'est quoi? C'est par exemple évaluer, par exemple, l'acceptation des femmes à un nouveau produit. Par exemple, si on veut lancer un nouveau produit, un contraceptif. Je vous donne un exemple. Si au Burkina, on décide qu'il y a un nouveau contraceptif pour hommes, on ne va pas le vendre comme ça. On va dire, on va recruter par exemple des consultants qui vont évaluer l'acceptation de ce contraceptif-là au Burkina Faso. Et vous, en tant que spécialiste en santé publique, vous êtes favori. Mais si vous avez une expérience dans la gestion des contraceptifs pour femmes, on va encore vous prendre. Si vous avez une expérience à travailler avec les décideurs politiques, les décideurs du ministère de la Santé, on peut vous prendre. Si vous avez une expérience dans la gestion des données, on peut vous prendre, ainsi de suite. Ce sont des critères qu'on va établir pour dire, ce monsieur-là, il a 10 ans d'expérience dans la gestion des contraceptifs, il a 10 ans d'expérience en milieu professionnel, il a 5 ans d'expérience avec les décideurs, on va le prendre. Pourquoi? Parce que sur la ligne de l'évaluation de cette consultance-là, vous allez
interroger les femmes et les hommes, vous allez interroger des acteurs du système de santé, des décideurs politiques, des décideurs du système de santé sur la ligne. On a besoin de votre profil. On a besoin de votre expérience. C'est ça le consultant. Le consultant, c'est un expert. Le consultant, c'est un expert qui est sollicité pour donner son point de vue sur un sujet. Ça peut être un ancien sujet, comme ça peut être un sujet qui est nouveau. Donc, tu viens, tu donnes ton avis. Si, par exemple, vous voulez un consultant pour la guerre au Burkina Faso, vous allez aller prendre quelqu'un qui a fait la guerre, par exemple, en Libye, au Mali, au Niger, et ainsi de suite, qui a vécu la guerre, qui connaît les acteurs qui sont impliqués dans la guerre, et vous allez lui donner le marché pour faire la consultance. Et cette personne va établir des outils de collecte de données, d'informations sur le terrain, interroger les acteurs pour dire: ah les gars, pourquoi vous faites la guerre? Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi vous voulez ça? Et les gens vont répondre. À l'issue de ça, tu as les compétences en analyse qui te permettront d'analyser les données sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif et décider à la fin et produire un rapport. Donc, sur les critères d'évaluation, on va te dire: est-ce que tu as déjà produit des rapports d'évaluation? Merci beaucoup, docteur Komansere. Je vois toujours la main de Monsieur Innocent levé. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou bien la question a été déjà prise en compte. Merci. Chef, la question a été déjà prise en compte et puis, bon, bien répondu. Donc, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Docteur, on a reçu des intervenants, des participants qui ont demandé s'il y a une fourchette. Quand on parle d'argent, il y en a qui aimeraient savoir quand même si la fourchette, là, est-ce que vous pouvez le donner? Là, ça va mettre plus de l'eau à la bouche de certains, en commençant par moi-même. Si vous pouvez nous revenir sur la fourchette de salaire pour une personne qui travaille à l'international. Juste pour savoir. La question financière revient toujours, mais je vais vous dire un truc, c'est que si vous travaillez au Burkina, vous avez, pour des postes qui sont très bien payés, vous pourrez avoir, si vous êtes un national, vous allez peut-être avoir des gens qui ont 2 millions, 3 millions, 1 million 500, 900 000, 800 000, 3, 4, 5 millions. Si vous êtes un international, même si on vous envoie à Lomé à côté de la Niamey et autres, vous vous retrouvez avec 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $, sans votre expérience et de vos diplômes ou de vos formations. Donc, ça, ce sont des salaires qui sont connus, qui ont peut-être 10 000 $, peut-être 15 000 $ du mois, sans problème. Et il y a des gens qui te touchent des 10 millions au Burkina tranquillement.
Mais ce n'est probablement pas des nationaux, mais c'est des gens qui sont venus de la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Si vous allez juste à côté, par exemple, le programme STOP qui recrute dans un pays à côté un peu que $5 000, ça fait au moins 2 500 000, 3 000 le mois. Et c'est en fonction du niveau de développement, de la cherté de la vie dans le pays d'accueil qu'on vous paye. Si vous allez en Haïti, on va payer peut-être 7 000 à 8 000 $. Le même poste au Burkina, on va payer peut-être 5 000 $. Donc, en fonction des postes et des organisations. Il y a des organisations qui payent moins et des organisations qui payent plus pour les mêmes postes. Voilà. Donc, il y a des organisations qui vous paieront moins par rapport à d'autres structures. Et tout ça, c'est connu, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, si c'est des consultances, vous pouvez aller faire une consultation en une année, avoir beaucoup d'argent, peut-être 1 ou 2 fois. Et puis bon, voilà, les gens qui sont payés à plus de 1 000 $ par jour, 200, 500 $ par jour, ça dépend. 250, 300 $, 1 000 $ par jour, ça dépend de, comme je dis, de l'opportunité que vous avez et de la chance que vous avez de rejoindre une organisation. Mais rassurez-vous, c'est très stressant. Ne pensez pas que vous allez venir vous asseoir le matin, prendre l'ordinateur. On va vous chasser un jour même d'aller vous reposer parce que vous êtes presque mort, parce que vous avez travaillé jusqu'à épuisement. Donc, personne ne va vous payer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $ et vous laisser dormir à la maison. Voilà. Donc, même si vous êtes en circulation, vous allez travailler. D'accord. Docteur, merci beaucoup d'avoir donné cette réponse. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont satisfaits maintenant. Nous allons voir s'il y a d'autres questions parce que nous tendons maintenant vers la fin. Nous allons voir s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons demander à notre responsable du Wikaya Plus, docteur Bichara. Je voudrais faire une petite intervention. Oui, il faut vous présenter s'il vous plaît. Je suis Maïga Abdul Fataou Alassane, je suis médecin généraliste. C'est par rapport à la question sur l'argent que les gens ont posé. Le docteur a déjà répondu. Je vais commencer d'abord par remercier le docteur Kombassé pour ses apports. Et on a encore beaucoup appris ce soir de lui. Et en tout cas, personnellement, je ne cesse jamais d'apprendre de lui, comme ça a toujours été le cas. Donc, merci beaucoup à vous pour ces partages d'expérience. Mais moi, je voudrais dire à toute cette jeunesse qui est intéressée, en tout cas, à connaître les montants ou bien les salaires dans la santé publique, qu'il ne faut pas courir derrière l'argent, sinon vous n'allez jamais avoir l'argent. Il faut courir derrière la compétence qui vous permettra d'avoir la valeur. C'est votre valeur qui vous fait gagner l'argent. Donc, ne soyons pas pressés d'aller chercher les postes où on paye 5 millions. Les postes où on paye 5 millions, 10 millions, là, c'est votre valeur qui fait qu'on vous paye ça. Et votre valeur, là, suit vos compétences que vous avez. Donc, on doit plutôt se préoccuper de nous armer de compétences, qu'on puisse vraiment forger une expertise, en tout cas compétitive dans notre domaine. Et vous allez voir que l'argent va venir par la suite. C'est l'argent même qui va vous chercher. Ce n'est pas vous qui allez chercher l'argent. Donc, le plus important pour un jeune, que ce soit en santé publique ou autre, c'est de nous armer de compétences. Ce qui va faire en sorte que notre valeur ajoutée ait beaucoup plus d'intérêt pour captiver les gens. Et vous allez voir, vous êtes même assis et puis on va vous appeler pour vous payer les 10 millions que vous ne pensez même pas. Parce que votre valeur là, ça apporte quelque chose au monde et le monde en a besoin. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci, Dr Maïga. Un jeune très dynamique au service de son pays. Je voudrais peut-être compléter. Moi, j'ai une philosophie que je dis toujours, ne cours jamais derrière l'argent. Laisse l'argent courir derrière toi. Parce que l'expérience de vie a montré que
ceux qui courent derrière l'argent n'ont jamais eu l'argent. Et ensuite, je peux vous rassurer que les références, c'est-à-dire que moi, je m'assois aujourd'hui, je dis, je suis occupé, il faut appeler Dr Maïga parce que je connais ses compétences. On n'a jamais référé quelqu'un qui est incompétent, qui court derrière l'argent. Et ceux qui courent derrière l'argent sont rapidement identifiés dans le milieu de la santé publique. Dans nos organisations, qui sont nationales ou internationales, on dit, ah, ce monsieur-là, il a tellement d'argent. Donc, c'est un monsieur où il faut beaucoup s'éloigner. Et généralement, si tu... faut faire semblant de ne pas aimer l'argent, parce qu'on dira que tout le monde aime l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent. Et tu verras que l'argent va te poursuivre jusqu'à la maison. L'argent va te poursuivre jusqu'à la maison parce que tu as développé des compétences, tu as travaillé sans relâche et à la fin, le partenaire va t'identifier. Moi, je connais un monsieur qui avait postulé par exemple dans une relation internationale, mais c'était quelqu'un qui était très heureux en termes d'argent. Il aimait tellement l'argent et quand vous l'envoyez dans les missions, les ateliers et autres, il ne travaille pas. Même quand il vient à l'atelier avec l'OMS, avec les autres organisations, il ne travaille pas. Il passe son temps sur les réseaux, aller courir de gauche à droite pour faire des petits trucs. Mais après, dès qu'on commence à payer l'argent, il est prêt, il est le premier. Mais un bon jour, il a postulé pour un poste dans une organisation que je ne dis pas le nom. Et il avait un bon CV. Il avait un très bon CV, il avait une bonne expérience. Mais le chef de projet, et quand le RH a envoyé son dossier auprès du chef du projet, le chef du projet a dit, oh, non, moi je connais ce monsieur-là. Moi je ne peux pas le prendre. Pourquoi je ne peux pas le prendre? Parce qu'il est très heureux, il ne travaillera pas ici. Parce que de là où il est, il n'a jamais travaillé. Et nous l'avons vu. Donc sachez que les partenaires vous regarderont toujours. On vous regardera courir derrière l'argent, derrière les postes, derrière le travail. Et au moment de vous récompenser, ils vont donner à quelqu'un d'autre qui n'est pas avide d'argent. Zongo et Tao a dit qu'ils ne sont pas avides d'argent, mais ils veulent l'argent, bien sûr. Donc, quelqu'un pose la question, est-ce qu'un économiste peut faire la santé? Oui. Un économiste peut se former en gestion de projets internationaux? Oui. Et il y a tellement d'opportunités à se former dans ce sens-là. Merci. Aniche Baraka. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup à docteur Maïga pour cette intervention que je traiterai de sage conseil. Et merci aussi à docteur Kombansere. Je vois qu'il y a deux mains. Et je vais, sinon une main. Actuellement, je pense que je vais demander la permission du docteur Kombansere s'il faut, parce qu'on a déjà épluché toutes les questions. Docteur, est-ce que vous permettez une dernière intervention et puis nous allons proclamer le mot de fin? Oui, prenez une dernière question, s'il vous plaît. D'accord, nous allons aller. Donc, Akilas de Payang a la parole. D'accord, bonsoir à tous. Merci pour la parole accordée et merci aussi docteur Karim pour la présentation. Je veux d'abord m'excuser que je n'ai pas pu suivre de bout en bout en raison de l'instabilité de la connexion Internet de là où je suis. Peut-être que la question que je vais poser aurait déjà été abordée ou pas, je ne sais pas. Ce que je veux savoir, c'est la différence entre le DS de santé publique et le master en santé publique. La différence tant au niveau de la formation qu'au niveau de la qualification. Quelles sont les différences entre les deux formations? Merci. Si j'ai bien compris, c'est la différence de DS et master en santé publique, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Généralement, le master, il est professionnel. Le master, il est professionnel. Ça vous amène à aller travailler directement. Le DS, c'est vrai que c'est
c'est nouveau, hein, le DS en santé publique. Sinon, c'est des masters. Santé publique, c'est vraiment des masters. Et c'est comme le master en santé publique, ça fait 2 ans. Le DS, je ne sais pas s'ils vont faire 2 ans ou bien ils vont faire 4 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en tirer dans les 4 ans, mais ça serait une perte de temps, quoi, de faire 4 ans pour un master pour la santé publique. Sauf si on veut commencer un résident de la 6e année en intégrant bien sûr certains modules. Sinon, et tout dépend de l'orientation. Est-ce que c'est une orientation recherche à la fin et qui va aboutir à un diplôme, à la possibilité de faire un PhD ou pas? Parce qu'il y a des masters professionnels qui ne te permettent pas de le faire. Donc, je pense que les deux, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Ça dépend des universités. C'est beaucoup plus des universités africaines qui font des DSN. Sinon, la plupart, c'est des masters. Au niveau international, c'est un système de master. Maintenant, certains mettent le DS pour permettre à ce qu'il y ait une continuité entre universités, je veux dire la formation estudiantine et puis une spécialisation. Voilà, pour se conformer au niveau des ministères, parce que, vous savez, la durée compte. Quand vous recrutez un médecin spécialiste, un gynéco, il fait 4 ans ou 5 ans, et un master en santé publique, on dirait qu'il va faire 2 ans. Et à la fin, certains pensent que ce n'est pas des spécialisations. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le santé publique en 2S. Donc, du coup, vous sortez sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est les considérations souvent organisationnelles, politiques par le pays. Sinon, au niveau international, c'est un master. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais si quelqu'un a quelque chose à ajouter, sinon c'est comme ça. Ceux qui ont créé même le master, c'est un master. Mais à l'intérieur de nos pays, comme on veut que les spécialistes soient au même niveau, on les met tous au 2S. Parce qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a toujours des bagarres. Parce que lui, là, il a fait 2 ans, lui, là, il a fait 4 ans. On ne peut pas être au même pied d'égalité. Donc, vous faites des 2S. Vous allez faire 4 ans ici au lieu de 2 ans pour le master. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous avons fini avec les interventions. Et nous allons donner la parole maintenant au docteur Amin Bichara, qui est le directeur général de Wikaya Plus, pour le mot de fin. Docteur Amin est là. Oui, Marwan, je suis là. D'accord, docteur Amin est médecin et chirurgien de formation à Dakar. Docteur Amin, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup à M. Marwan pour la parole accordée. Et bonsoir à tous. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à notre cher maître, notre mentor. C'est mon mentor, hein? C'est ce mentor depuis des années. C'est lui à qui, à chaque fois, quand j'ai quelque chose dans le domaine de la santé, je pars vers lui. Parce qu'il a beaucoup d'expérience, que ce soit en termes académiques, que ce soit aussi en termes professionnels ou en termes sur le terrain. Donc, nous les remercier énormément et au fond des cœurs, à mon nom et au nom de Wikaya Plus, pour d'avoir accepté de nous honorer avec sa présence malgré son emploi du temps très, 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 très chargé. Comme disait quelqu'un en santé publique, chaque heure perdue correspond à de l'argent jeté par terre. Mais malgré ça, il a accepté de venir nous accompagner gratuitement, donner ses conseils, ses orientations à ses petits frères, à ses cadets. Et c'est un message, il faut l'attraper. Allez-y sur son LinkedIn, vous allez voir les activités qu'il fait, tout ce qui a, comment on appelle ça, les cursus académiques qu'il a réussi, les formations qu'il a fait.
Et vous allez voir que vraiment, aujourd'hui, vous avez passé des temps avec un grand quelqu'un. Merci beaucoup, cher maître, pour la présence et surtout pour cette belle expérience. Merci aussi à M. Marwan pour la modération, la qualité de cette modération. Et merci à vous tous. Et merci aussi à Maïga, que je le connais très bien, docteur Maïga. Je te salue depuis ma position. Merci pour cette belle intervention, qu'on a tant de sagesse à l'intérieur et tant de trucs. On a fait beaucoup de choses avec lui. Et c'est un jeune que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce que c'est un jeune de qualité. C'est un jeune qui est très ambitieux. Et pour moi, même, ça sera du gâchis que je le trouve uniquement au niveau national. C'est un jeune que l'Afrique et le monde doivent en bénéficier. Et je lui souhaite une bonne carrière. Et aussi, je dis enfin merci à vous aussi, malgré votre emploi du temps chargé. Vous êtes venu participer activement à cet webinaire. Et nous allons organiser aussi, je vois que beaucoup de gens sont intéressés par la santé publique, donc nous allons organiser, pourquoi pas avec les mêmes chers maîtres, pour d'autres séances de santé publique où vous pourrez poser toutes vos questions, quoi. Merci et à très bientôt. Je te laisse la parole à Marwan. Merci. D'accord, merci beaucoup à Dr Amine pour ce mot de fin. Et nous remarquons qu'il y a toujours des questions dans le chat, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Et comme Dr Amine l'a dit, un médecin en santé publique qui perd du temps, c'est comme retirer de l'argent. Nous allons demander, peut-être s'il y a d'autres, nous allons organiser d'autres webinaires encore pour faciliter, pouvoir trouver d'autres occasions plutôt pour répondre à vos préoccupations. Et merci beaucoup à Dr Komassere. Et comme l'a dit Dr Amine, si on lit votre biographie que vous nous avez envoyée, ça montre l'emploi du temps chargé que vous avez et aussi ça nous permet d'être rassurés de savoir que vous êtes la personne la mieux placée pour ce webinaire-là. Et vu aussi la qualité de la présentation, nous sommes vraiment contents et nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Et nous tenons à remercier les participants pour le temps accordé, pour la considération et pour le replay de cette présentation et la présentation elle-même, c'est-à-dire le fichier PowerPoint. Nous allons demander à Dr Komassere, si c'est possible, nous allons le disponibiliser dans la chaîne WhatsApp du groupe Wikaya Plus. Docteur Komassere, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire. Nous allons fermer le webinaire. Merci. Non, c'est bon. Je pense que je veux souhaiter bon week-end à tout le monde. Bon repos. Et voilà, prenez soin de vous. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. D'accord. Merci beaucoup, Docteur Komassere. Et moi, je compte quand même vous recontacter pour d'autres questions. Je reste disponible. Merci. D'accord, merci beaucoup, docteur. Et bonne suite de programme à tous. Merci. Et bonne soirée surtout. Bonne soirée.